à tous. Ravi d'être parmi vous pour cette 14e édition Maydays. Bienvenue. Bienvenue dans ce panel où nous allons aborder le Sahara marocain et revenir sur les récentes dynamiques, et elles sont très nombreuses. Le Royaume du Maroc, comme l'a réaffirmé Sa Majesté le roi Mohamed VI, demeure pleinement engagé pour appuyer les efforts du secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel visant la relance du processus des tables rondes en vue de parvenir à une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie et dans le strict respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume. Ces dernières années, de plus en plus de pays se sont rangés aux côtés du Maroc. Le Royaume bénéficie en effet d'un soutien international grandissant de pays importants et influents à l'initiative marocaine d'autonomie. En témoigne l'ouverture à l'Aïoun et Dakhla de plus d'une trentaine de consulats généraux. Plus d'une cinquantaine de pays d'Afrique, d'Amérique latine, du Pacifique et des Caraïbes ont retiré ou gelé leur reconnaissance à la pseudo-RASD. La non-reconnaissance de cette entité atteint aujourd'hui plus de 84% des États membres de l'ONU. La dernière actualité en date, la résolution 2654, relative à la question du Sahara marocain que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté il y a seulement quelques jours. Le Maroc s'en est félicité parce que c'est incontestablement une consécration de l'approche marocaine, la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution à ce différend régional. Nous allons revenir sur tous ces volets, sur les avancées diplomatiques du Royaume, mais aussi débattre avec nos invités sur comment expliquer le maintien de l'entité séparatiste au sein de l'Union européenne, une présence au même titre que les États indépendants et souverains du continent. Comment qualifier la position algérienne? Pourquoi s'oppose-t-elle avec autant d'acharnement à l'intégrité territoriale du Royaume? Comment renforcer encore davantage auprès de la communauté internationale le soutien à l'intégrité territoriale du Royaume? Nous parlerons aussi, bien sûr, du développement économique dans nos provinces du Sud, des projets gigantesques pour améliorer les conditions de vie des populations de la région, mais aussi booster toute l'économie avec des projets innovants. Je vous présente nos invités et je suis ravie de les avoir autour de moi. Emmanuel Dupuis, il est le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, un think tank spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. Il intervient dans de nombreuses conférences et dans les médias internationaux pour livrer ses analyses sur la sécurité dans le monde. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Moubarak Lo est chercheur, président de l'Institut Émergence. Il est spécialisé dans les études économiques et statistiques et la planification stratégique. Il est expert auprès de l'ONU, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union africaine et de la Communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Moubarak. Emile Laguidi est expert international en diplomatie, en stratégie et souveraineté. Il est président administrateur d'institutions internationales. Bonjour. Également avec nous, tout au bout, Abdou Diop est managing partner de Mazars Audit, conseil, cabinet international d'audit et de consulting. Il exerce depuis maintenant plus de 25 ans. Je vous vieillis pas, hein, c'est juste, voilà. Mais ça fait quand même 25 ans des activités de conseil et d'audit au Maroc et sur le continent africain auprès d'entreprises, des républiques. Il est par ailleurs régulièrement sollicité pour son expertise et apporter des éclairages à travers des articles et des publications. Bonjour à vous également. Je vais commencer avec vous, Emmanuel Dupuis. Vous pouvez tous, bien évidemment, répondre. Hein. Vous prenez le micro quand vous voulez. Comment vous expliquez cette obstruction systématique de l'Algérie au processus de règlement du dossier du Sahara marocain, comme si il y avait une volonté de ne pas trouver d'issue, que le différend ne soit pas réglé? Comment vous l'expliquez, cette obstruction?
Merci Fatia. C'est une question un petit peu complexe. Je vais essayer de la simplifier. C'est une question de survie pour le régime algérien. Je vais vous demander de rapprocher, tourner un tout petit peu le micro vers vous. Voilà, donc je répète. Donc merci de la question Fatia. C'est une question de survie, tout simplement. Le régime algérien a besoin de justifier l'augmentation de son budget de la défense. Comme vous le savez tous, ce budget va être significativement augmenté, puisqu'il va passer de 9 milliards à 22 milliards l'année prochaine, avec une augmentation de près de 130%, justifiant le fait que la Russie devienne de facto, ou se confirme plutôt être le partenaire majeur de fourniture d'armement de l'Algérie. Donc un régime qui a besoin de justifier la victimologie, d'une certaine façon, pour essayer de développer, ou en tout cas d'analyser de manière sécuritaire sa survie. Donc ça, c'est le premier élément, de créer une animosité pour justifier l'augmentation de son budget de la défense. Deuxième élément qui pourrait sous-tendre ce qui semble anachronique, maintenant, depuis près de 40 ans, il faut le rappeler, d'une situation qui aurait dû se régler pacifiquement, qui aurait dû se régler par la voie de la démocratie ou de la diplomatie, singulièrement, comme les 3 dernières résolutions, la 2548 d'octobre 2020, la 2602 d'octobre 2021 et bien évidemment la 2654, mais mon collègue à côté la décryptera bien mieux que moi et en profondeur. Donc une logique qui peut paraître un peu schizophrène quand le régime algérien est en train de se réarmer au profit et grâce à l'augmentation du prix du baril de pétrole, d'une certaine façon, comme conséquence de la crise en Ukraine, avec la volonté de faire comme d'autres ont fait en utilisant des proxys. Le Polisario est un proxy de l'Algérie. On y reviendra peut-être dans la manière dont il peut être de plus en plus, là aussi, remis en cause dans son agenda. Une Algérie qui a besoin aussi de montrer ou de démontrer que sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, la sécurité de l'un ne se fait pas aux dépens de l'autre. Et d'une certaine façon, elle veut aussi jouer son rôle comme un partenaire sur le continent africain, un partenaire avec le continent européen. Et donc, d'une certaine façon, il y a une concurrence diplomatique dans la manière de se présenter comme ce partenaire. On y reviendra parce que sans doute que nous, pays européens, avons commis l'erreur de dépendre singulièrement d'une relation aux dépens d'une autre. La tension, la fragilité ou la fébrilité de notre relation entre Paris et Rabat ne peut pas se faire au profit seulement de ce rapprochement singulier depuis l'été dernier entre Paris et Alger. Autre élément qui me semble important à mettre en perspective, pour répondre à votre question de manière singulière, c'est évidemment le fait que la question du Sahara montre la très grande fragilité de l'Algérie en tant que telle. Son hyperdépendance aux hydrocarbures, dont dépend sa capacité à s'armer ou se réarmer. Sa profonde césure avec un certain nombre de partenaires dans la logique de ce que l'on aurait souhaité, qu'on estimait possible il y a une trentaine d'années, de la coopération intra-maghrébine. Force est de constater que c'est l'Algérie qui a bloqué sur le phénomène ou sur la perspective d'aboutir après Agadir en 86 à cette union du Maghreb arabe, avec la volonté aussi d'être assez cynique dans la volonté d'œuvrer à l'unité panafricaine, alors même qu'elle a tout fait pour éviter que le Maroc ne revienne après 33 années d'absence en janvier 2017, ou qu'elle fait tout pour éviter, en s'appuyant sur les statuts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, que le Maroc ne puisse aboutir dans sa volonté, telle qu'elle a été formulée en février 2017, d'intégrer l'organisation ouest-africaine. Donc voilà quelques éléments de réflexion qui me permettent de lancer le débat et évidemment de rebondir par rapport à cette nouvelle résolution qui, de facto, peut aussi répondre à votre question d'une autre manière, puisque ça met en égalité de traitement l'Algérie et le Maroc, qui cette fois-ci sont les deux partenaires qui sont la clé de voûte de la reprise des tables rondes telles que Heure Scolaire les avait lancées en 2018-2019. Merci Emmanuel. Je vais me tourner vers vous, Moubarak Lo. La pseudo-RASD n'est reconnue ni par l'Organisation des Nations Unies,
ni par la Ligue arabe, ni par l'Union du Maghreb arabe, ni par l'Organisation de la coopération islamique, ni par aucun pays européen ou pays membre permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment vous expliquez que cette entité soit toujours au sein de l'Union africaine? Merci beaucoup. Vous savez que l'Union africaine sait accepter des États, mais ne sait pas exclure des États. C'est une erreur historique qui est intervenue au début des années 80 parce que dans le cadre de l'OUA, ce qui est prévu, c'est que si la majorité simple vote pour l'adhésion d'un État, cet État est accepté. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais dans le traité de l'OUA, donc qui est une succession, disons, du traité de l'OUA et donc qui a conservé l'essentiel, notamment pour ce qui concerne l'adhésion ou le retrait des États, il n'est pas prévu de procédure d'exclusion des États. Ce qui est prévu, c'est la suspension en cas de changement anticonstitutionnel, comme un coup d'État. Effectivement, il y a eu des États qui ont été suspendus. Également, si l'État ne paye pas donc sa contribution, l'État est suspendu, en tout cas pour ce qui concerne le vote ou le recrutement de ses concitoyens, etc. Malgré tout, l'Union africaine, c'est une union qui regroupe des États. Donc, en vérité, c'est aux chefs d'État de décider. Donc, le jour où les chefs d'État ne voudront plus que la pseudo-RASD siège, la RASD ne pourra pas siéger. Donc, aujourd'hui, dans le rapport de force, il y a à peu près 70% des 54 États de l'Union africaine qui sont favorables à la position marocaine et donc qui soutiennent le plan d'autonomie présenté par le Maroc. Je pense qu'il faut consolider d'abord ce bloc. Actuellement, on est à 70%. Il faut aller à 99%, si je peux dire, parce qu'il y a beaucoup d'États aujourd'hui. Je suis sûr que si le Maroc fait des efforts, ces États vont sans doute rejoindre les États qui soutiennent le plan d'autonomie, et qui est d'ailleurs le seul plan viable, parce qu'il faut regarder l'intérêt des populations. J'y reviendrai tout à l'heure. Moi, je ne vois pas ce que la population sahraoui peut vouloir mieux que ce que propose le plan d'autonomie. Mais j'y reviendrai. Donc, en conclusion, aujourd'hui, la voie qu'il faudrait privilégier, c'est la modification du traité. Parce que là, en revanche, il y a l'article 32 du traité de l'UA qui permet la révision du traité si 2/3 des États veulent ça et si 2/3 des États ratifient. Et donc aujourd'hui, on est à 70%, donc c'est plus que 65%. Donc il suffit que ces États-là engagent la procédure de révision du traité pour qu'un État non reconnu par les Nations Unies, qui ne possède pas les attributs d'un État, ne puisse pas siéger, et donc suspendre la participation de la RASD à l'Union africaine, qui ne fait que bloquer et retarder le processus d'intégration continentale. Merci. Merci à vous. Emile Laguidi, je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie, en stratégie et souveraineté. J'aimerais, tout à l'heure en introduction, je parlais de cette fameuse résolution 2654. Si vous me le permettez, j'aimerais bien vous demander d'y rentrer un petit peu en détail, parce que je l'ai très vite survolé, nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé et ce que représente ce vote pour le Royaume du Maroc. Avec grand plaisir, Madame Fethia. Déjà, c'est un honneur pour moi en fait, d'intervenir sur ce sujet qui m'est très cher et qui nous est très cher en tant que Marocains, mais aussi en tant qu'Africains, car la souveraineté est un principe indivisible, d'accord, qui est celui en fait du Sahara marocain. Alors, je vais être direct. Vous avez parlé de la 2654 et en continuité de ce que vient de dire mon frère, M. Moubarak, et mon ami, M. Emmanuel. La 2654, on se doit de s'en féliciter en tant que Marocains, nous tous. D'accord, parce que comme le dit Sa Majesté dans son discours, la cause nationale, c'est la cause de tous les Marocains. On se doit de défendre avec une main et de bâtir avec une main ce que nous faisons aussi très très bien. Il faut s'en féliciter, c'est une consolidation des acquis de la diplomatie de notre pays. La 2654 en 7 axes,
majeures. Et tout d'abord, une reconnaissance de la communauté internationale. Et aujourd'hui, on est jeudi, c'est-à-dire il y a une semaine, jour pour jour, le Conseil de sécurité de l'ONU statuait sur ce sujet-là, quasiment à l'unanimité, c'est très important de le mentionner, pour saluer le sérieux, pour saluer la crédibilité, et vous le disiez tout à l'heure, la Fathia, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, la prééminence du plan marocain. Un plan, inutile de le rappeler, qui se déroule et ne peut se dérouler que sous la souveraineté du Royaume du Maroc. Un plan qui se déroule et ne peut se dérouler que dans le respect le plus total de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, de notre pays. Un plan qui, de plus, est réalisable sur le terrain. Je rappelle l'expertise que nous avons en matière de régionalisation avancée, notamment dans les provinces du sud du Royaume du Maroc. Je rappelle aussi la démocratie participative, où les provinces du Sud sont parmi les champions, sinon les champions, notamment en matière de participation électorale dans les récentes élections. Les présidents de région dirigent leur propre budget en une autonomie quasi totale déjà. Je rappelle aussi les réalisations concrètes depuis le lancement du nouveau modèle de développement par notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, en novembre 2015 à Lyon, et j'avais l'honneur d'être présent. Un plan qui était très ambitieux, un plan de 8 milliards de dollars qui aujourd'hui est une réalité sur le terrain. Je viens de rentrer des provinces du Sud et j'y ai été à 3 ou 4 reprises dans les 3 dernières semaines. Et c'est incroyable comment à chaque fois, ça ne peut être qu'une joie de voir le progrès qui se réalise sur le terrain et la fierté de nos chères sœurs et frères marocains de ces investissements qu'ils ont fait pour eux et aussi de leur fierté d'appartenir à cette grande nation qui est le Royaume du Maroc. Premier point était important à étayer, c'était celui justement du sérieux, de la crédibilité et du soutien de la communauté internationale à ce plan marocain sous la souveraineté nationale. Deuxième point, c'est le processus des tables rondes. Troisième point qui est très important et fondamental, Emmanuel en parlait tout à l'heure, c'est la responsabilisation des différentes parties prenantes et à leur tête l'Algérie. Une responsabilisation qui est politique, juridique et morale devant l'histoire de l'Algérie comme la partie prenante du conflit de manière qui est tout à fait claire. Et pour éviter aussi les discussions par proxy, ce retour de la notion des tables rondes comme processus de négociation. Troisième ou plutôt quatrième volet qui est fondamental à retenir de cette 2654, c'est la sommation, et je souligne le mot, du Polisario d'arrêter toute obstruction au bon déroulement de la mission de la MINURSO dans les provinces du Sud. Et ça englobe un ensemble d'éléments, j'en cite 2 par respect au temps. Le premier, c'est d'arrêter toute entrave à la libre circulation des membres de la MINURSO. Et deuxième élément, c'est de permettre le ravitaillement des bases de la MINURSO dans le sud du Royaume du Maroc. Un autre élément tout aussi fondamental, c'est une demande qui a été formulée de manière claire à toutes les agences onusiennes de faire un upgrade de leurs pratiques en matière d'aide humanitaire, avec un zoom sur l'aide alimentaire dans les camps de Tindouf. En d'autres termes, et pour décrypter, une distribution directe et non pas par intermédiaire pour éviter les détournements. Et pour rester politiquement correct, il suffit de visiter les souks et les marchés des pays limitrophes pour comprendre que cette aide, elle est détournée et revendue dans le marché noir, ou tout simplement de googler ou de rechercher sur YouTube en arabe, et vous trouverez en fait les vidéos de cette aide humanitaire détournée. Autre point, et toujours en fait dans cette logique aussi, c'est un recensement. Pourquoi le recensement? Parce que le nombre de rapports aujourd'hui d'organismes internationaux, très crédibles et très sérieux, dit clairement que la majorité des séquestrés, et non pas des réfugiés, de ces camps, parce qu'ils n'ont pas la libre capacité de quitter les camps. Ils sont gardés dans les camps pour un volet de leverage politique et diplomatique que nous connaissons tous. Donc ces rapports disent clairement que la majorité des séquestrés ne sont pas d'origine des provinces du sud du Maroc, mais beaucoup plus d'autres pays du Sahel, des pays aussi d'Afrique du Nord et d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, en recensant, on sait exactement à qui on a affaire et à combien de gens on a affaire, et on arrête la spéculation. Les 2 derniers points, ils coulent de source, et toujours dans le respect du temps, et j'en citerai en fait celui-là qui est le plus important pour moi, c'est le message de soutien, et vous le disiez dans votre introduction, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à monsieur l'envoyé personnel de monsieur Guterres, son Excellence monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU,
un soutien infaillible, un soutien total dans le cadre du plan marocain, sous la souveraineté nationale et dans le respect de l'intégrité territoriale nationale. Et n'était-ce pas là, justement, la réponse de la communauté internationale? Sa Majesté a parlé, la communauté internationale a soutenu l'offre et la proposition de notre souverain. Merci. Merci à vous. Je vais me retourner, puisque nous parlons des populations, je vais me retourner vers vous dans un instant, Moubarak. Vous prenez la parole, Abdou et Emmanuel Dupuy, quand vous le souhaitez. Vous souhaitiez intervenir là-dessus, Abdou? Puisque nous parlons juste quelques minutes, puisque nous parlons des populations, revenons sur peut-être le plan d'autonomie proposé par le Maroc et rappeler peut-être son importance justement pour les populations. Merci beaucoup. Le plan d'autonomie, c'est un plan qui est en phase avec les résolutions des Nations Unies. Parce qu'il y a la résolution 1711 des Nations Unies qui parle de l'autodétermination. Et la résolution dit que l'autodétermination peut s'exercer à travers un État souverain. Donc un État souverain peut réclamer l'autodétermination. Ça peut être aussi un État qui est intégré dans un État souverain. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est l'autonomie dans le cadre d'un État souverain. Donc, de manière très claire, l'autonomie fait partie de l'autodétermination. Et donc, le Maroc est bien fondé à suggérer. C'est en phase avec les principes retenus par les Nations Unies. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que c'est un plan aussi très ambitieux. C'est un plan gagnant-gagnant. Le Maroc maintient sa souveraineté sur son Sahara, mais là, il y a l'autonomie dans la gestion qui est conférée aux populations et aux organes de la région, parce qu'il y aura un chef de gouvernement. Ça, c'est extrêmement ambitieux. Il y aura un chef de gouvernement dans la région Sahara. Il y aura un parlement régional. Il y aura des juridictions régionales avec un tribunal supérieur. Moi, j'ai l'habitude de dire que veut le peuple. Ensuite, en plus de cela, maintenant, vous avez des ressources financières transférées. Moi-même, dans ma vie, je suis un maire au Sénégal. Avec mes activités, je suis un maire. Mais je constate que dans ma vie quotidienne, on m'a transféré beaucoup de responsabilités, mais souvent en face, je n'ai pas les ressources. Alors qu'ici, il sera possible à l'exécutif régional d'avoir des impôts, en plus des transferts que l'État pourrait faire. Et également, la culture locale aussi sera promue. Et vous avez beaucoup d'autres attributions, comme le développement économique, le développement social, l'environnement, plus tous les projets qui sont envisagés. Et tout à l'heure, sans doute, mon ami Abdou Diop va en parler. Énormément de projets, des autoroutes, des lignes ferroviaires. C'est pourquoi moi, la question que je pose toujours dans ce type de débat, c'est que veut le peuple? Le peuple, ce qu'il veut, en Afrique comme ailleurs, c'est la paix, la stabilité, le développement économique et social. Maintenant, la politique politicienne, je pense qu'elle n'intéresse pas les populations ou des positionnements basés sur la jalousie. Je pense qu'on devrait dépasser ça. Aujourd'hui, il nous faut bâtir, on le voit d'ailleurs dans toutes les tensions au niveau de la sécurité qu'on voit en Afrique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de fragmenter les États, mais plutôt de se regrouper. Parce que n'oubliez pas que l'objectif de l'Union africaine, c'est demain d'avoir les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas au moment où on cherche à bâtir ces États-Unis d'Afrique par cercle concentrique qu'il faut revenir en arrière. Et donc, je pense qu'il faut soutenir ce plan d'autonomie, comme disait tout à l'heure mon ami Amine, crédible et sérieux. Je pense que la communauté internationale considère ce plan comme sérieux et crédible, et c'est le seul plan, pour moi, qui est viable. Et il faudrait que l'Union africaine, le moment venu, prenne position et décide d'avancer avec ce plan. Merci beaucoup.
Merci à vous. Le volet économique, on en parle dans un instant, mais j'aimerais aborder avec vous, vous voulez rajouter un point. 30 secondes, en accord avec mon ami, la résolution 2654 amène un autre élément. C'est-à-dire que, alors que l'Algérie, en utilisant le Polisario, voulait instaurer un climat de guerre, je rappelle que le cessez-le-feu de 91 a été rompu en octobre 2020, le secrétaire général des Nations Unies l'a évoqué, et c'était la précédente résolution, la résolution 2548, qui le dénonçait. Je crois que ça, c'est un élément absolument structurant, de ne pas faire du Sahara une nouvelle zone de conflit, comme le souhaitait le Polisario, on y reviendra sans doute, avec les rumeurs qui ont circulé, mais elles sont insistantes sur l'utilisation possible de drones, en tout cas le fait qu'on soit sorti de la logique du dialogue politique inclusif, table ronde lancée par hors scolaire, avec cette idée que nous sommes dans une zone de conflit et donc la question doit se régler autrement que par le dialogue. Ça, je crois que la résolution 2654 est déterminante de ce point de vue-là. Attendez, gardez le micro, c'est pas fini. Ben oui, rallumez votre micro, s'il vous plaît. Avec Abdou Diop, on va dans un instant, je vous promets. Vous n'êtes pas puni, Abdou. Au contraire, j'ai beaucoup de choses à voir avec vous. Mais juste sur le contexte international, Emmanuel Dupuy, parce qu'il est important. Vous avez suivi, tout comme nous, les soutiens clairs et sans ambiguïté de l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. D'autres pays suivront. Comment on peut aller encore plus loin dans la clarté des positions des États européens ? Alors, si l'on en croit, le roi Mohamed VI, dans son discours qu'il a prononcé en août dernier, le 69e discours pour la Révolution et le peuple, évidemment, il y a l'étape suivante qui n'est pour l'instant franchie par aucun membre du Conseil de sécurité, mis à part peut-être les États-Unis, d'aller au-delà du plan d'autonomie d'avril 2007, c'est-à-dire de la reconnaissance pleine et entière de la marocanité du Sahara. Pour l'instant, aucun pays de l'Union européenne ne l'a fait, et pour l'instant, à part les États-Unis en décembre 2020, aucun membre du Conseil de sécurité. Peut-être est-ce là l'étape supplémentaire. Quand vous évoquiez la position novatrice de l'Espagne ou de l'Allemagne, elle ne fait que confirmer celle qu'avait prise la France dès avril 2007. C'est-à-dire le fait que l'autonomie, selon l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, fait partie du processus d'autodétermination. Donc, je retourne votre question. Là où certains voyaient une certaine forme d'attentisme par rapport à la position de la France, il faut constamment rappeler que la France a été pionnière, dans le sens que c'est la première à avoir pensé que c'était la solution idoine, la solution la plus pertinente. Maintenant, l'étape supplémentaire s'inscrit dans une logique où l'Union européenne et l'Union africaine doivent utiliser l'étage d'une fusée qui les amène indiscutablement à coopérer ensemble et de faire de Maroc cette capacité d'être la porte d'entrée vers sa coopération euro-africaine. Je crois que Ursula von der Leyen, quand elle a rencontré le Premier ministre Aziz Akhnouch, quelques jours avant le sommet Union européenne-Union africaine, l'a dit, l'Europe a désormais un grand projet, une grande stratégie, ça s'appelle Global Gateway, une sorte de route de la soie européenne, 300 milliards d'euros, dont 150 milliards pour l'Afrique, mais qui doit nécessiter des piliers solides, qui sont à la fois économiquement solides et qui sont évidemment diplomatiquement viables. Le fait qu'il y a désormais une majorité, 90 pays, presque une majorité, des pays qui siègent à l'ONU qui ne reconnaissent pas le point de vue de la RASD et qui reconnaissent le fait que le plan d'autonomie est l'issue pour sortir, me semble qualifier le Maroc dans cette coopération Afrique, Méditerranée, Europe. Merci Emmanuel. On va parler, depuis le début, on l'évoque, ce volet économique, et Dieu sait qu'il est important. Abdou Diop, vous êtes spécialisé justement dans la stratégie économique. Des centaines de projets ont été réalisés dans nos provinces du Sud. D'autres sont en cours de réalisation et pour certains déjà très avancés. Le renforcement des infrastructures et réseaux, l'encouragement de l'investissement privé, l'appui aux projets de développement humain et social, la valorisation aussi des richesses naturelles et la promotion de la culture dans les 3 régions. Il y a un volet capital dans ce volet économique qui est le capital humain. Vous diriez cela ? Merci beaucoup Fatia, merci surtout de me réserver les 30 dernières minutes du panel.
en temps de parole. même. C'est toujours vraiment avec fierté et beaucoup d'émotion que j'interviens sur le sujet du Sahara marocain, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sujets politiques, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses sur la table, bien sûr avec des organisations panafricaines qui sont souvent victimes de leurs propres contradictions. Mais à la fin de la journée, la réalité du terrain gagne toujours. Et cette réalité du terrain, c'est ce qui est en train de se passer dans ces provinces. Et je pense que c'est très significatif et très parlant. D'ailleurs, récemment, dans une de nos visites dans un pays du continent, un pays hostile, il y a un ministre qui nous disait je n'avais pas connaissance une connaissance approfondie du sujet, et comme je suis curieux, j'ai décidé d'aller visiter le Sahara occidental. C'est ce qu'il disait. Il dit, j'ai visité, j'ai passé quelques jours, et à mon retour, j'ai vraiment compris la réalité du Sahara marocain. Cette transformation est importante. Ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui malheureusement débattent du sujet, mais ne le connaissent pas. Quand ils viennent, qu'ils visitent, ils repartent avec une transformation. Et cette transformation, elle est liée à tout ce qui a été fait sur le terrain. Et c'est vrai qu'on parle de nouvelle dynamique, mais pour moi, nouvelle, c'est juste parce qu'il y a des évolutions récentes. Mais la dynamique, elle est là depuis longtemps. Et c'est une dynamique qui est portée par une vision royale et avec un engagement fort à la fois du secteur public et du secteur privé, et également une adhésion très importante des populations. Rappelons-le, et Amine le disait tout de suite, les provinces du Sud ont eu un nouveau modèle de développement avant le nouveau modèle de développement global du pays, puisqu'il date de 2015, avec des axes stratégiques extrêmement forts. Donc, un premier axe qui est vraiment de créer une nouvelle dynamique de croissance pour donner et renforcer ces régions. Et on le voit aujourd'hui, quand on regarde le PIB par habitant du Maroc, les premières régions en termes de PIB par habitant sont les provinces du Sud, qui sont largement devant toutes les autres régions du Maroc. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Également, créer un développement économique inclusif. Là aussi, je vais parler d'un certain nombre de projets qui démontrent comment on a engagé ce développement économique inclusif. Faire de cette région un pilote en termes de transition énergétique et transition durable. Ça aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées dans la dynamique. Et bien sûr, aussi instaurer une gouvernance locale qu'on a instaurée en 2015 et qui a porté ses fruits, puisque lors des dernières élections, les plus hauts taux de participation ont été dans cette région. Comparé au reste du pays, plus de 60% de participation, et Amine le rappelait hier, avec la seule présidente de région femme dans ce pays. Donc vraiment un modèle de développement global. Et en 2015, justement, on était à Laayoune lorsque l'État s'est engagé sur un certain nombre de projets concrets, avec en parallèle la CGM qui s'est aussi engagée sur des investissements. Donc une combinaison publique-privée. Aujourd'hui, 7 ans après, qu'est-ce qu'on a? On a une région qui est devenue un vrai hub pour l'Afrique et pour cette connexion entre l'Europe et l'Afrique. Parce que c'était la vision et on continue dans cette dynamique. Et qu'est-ce qui a été créé? Quels sont les projets qui ont été lancés? Où est-ce qu'on en est? On a bien sûr le projet phare qui est le port de Dakhla Atlantique qui va connecter toutes les régions du continent avec le reste du monde. Très important, projet de plus de 8 milliards de dollars, 8 milliards de dirhams, très fort en termes d'engagement et de développement économique. Deuxième élément, la voie rapide Tiznit-Dakhla. Plus de 555 km, totalement réalisée. Je l'ai prise récemment, qui connecte par la route l'Europe et l'Afrique subsaharienne à travers le Maroc. L'interconnexion électrique, très important.
Également, tout le renforcement de la connectivité téléphonique, Internet, etc. Le CHU de l'Aïoun, Technopole de l'Aïoun. Donc un ensemble d'investissements publics qui ont pour vocation de non seulement développer cette région, mais en faire un véritable hub continental. Parallèlement, plus de 6 milliards d'engagements de projets du secteur privé, de la CGM, sur environ 80 projets, 15 000 emplois créés en moins de 7 ans. Donc une vraie connectivité régionale, un vrai pôle de développement. Et ça, c'est une réalité du terrain. Les populations le voient. Et quand on va dans les provinces du Sud, on se rend compte de cette évolution extrêmement importante. Bien sûr, dans un contexte où l'Afrique est en train de mettre en place une intégration régionale forte. Et on s'en est rendu compte de manière criarde le 21 octobre 2021, lorsque pendant 3 semaines, il y a eu le blocage de Gargarat. C'est quelque chose que peut-être certains n'ont pas suivi, mais on a eu, dans un contexte de sortie de pandémie, où le matériel médical passait par cette route, les produits sanitaires passaient par cette route, les produits alimentaires passaient par cette route. 3 semaines de blocage qui ont complètement paralysé un certain nombre de pays en termes d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, très clairement, il y a une région qui a été fortement développée ces dernières années, qui aujourd'hui constitue un des pôles économiques majeurs du Maroc, qui aujourd'hui constitue un réel pôle de connexion entre l'Europe, le nord du continent et l'Afrique subsaharienne, qui aujourd'hui va jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Donc très clairement, il faut reconnaître les choses. L'Union africaine, aujourd'hui, ne peut plus se permettre de laisser ce sujet en stand-by, en fonction des velléités politiques des uns et des autres, en fonction de celui qui est à la tête de l'Union africaine. Aujourd'hui, ce sujet est un sujet crucial pour l'intégration économique du continent et pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc il est clair que la réalité du terrain fait que c'est devenu anachronique. Aujourd'hui, les choses sont claires. Le développement qui a été fait dans les provinces du Sud, la connexion qui a été faite avec l'ensemble du continent, fait qu'on ne peut plus rester dans un statu quo. Il faut qu'on avance. Et on ne va pas, parce qu'il y a des velléités de quelques individus, des intérêts personnels, retarder toute l'avancée du continent et toute l'intégration économique du continent. Il faut en être conscient. Et je pense que les gens qui décident, les chefs d'État, sont assez conscients pour ne pas mettre en péril l'avenir de tout un continent, parce qu'il y a quelques individus qui, malheureusement, nous prennent en otage. Je vous redonne la parole. Je me suis dit, il va aller faire les 32 minutes, mais finalement, ça va. Amine, j'aimerais bien vous entendre également, vous faire réagir sur le sujet. On voit un développement, et Abdou Diop a raison de le rappeler, c'est concret, c'est réel. On n'est pas dans des projets à venir. Nouveau modèle de développement, vous avez parfaitement raison, Abdou, ça fait longtemps que le train est en marche. Ça fait longtemps que les projets sont déjà sortis de terre. Je reviens à ma question sur le capital humain, si vous le voulez bien, Amine, parce qu'il est essentiel pour les populations de la région, mais pas seulement, pour les investisseurs étrangers également. Écoutez, Lalla Ftihia, j'ai l'impression que vous lisez dans mes idées. C'est un peu vrai. Il y a de cela quelques jours, j'étais dans les provinces du Sud. Et dans ma délégation, il y avait 2 présidents de grands groupes étrangers. C'était la première fois qu'ils visitaient les provinces du sud du Maroc. Et je suis toujours preneur, parce qu'on n'a rien à cacher, notre cause est une cause juste, causa justa, comme on dit en droit latin. Depuis toujours. Rawabit al-Bay'a sont clairs, l'histoire en témoigne, la paix et la prospérité dans nos provinces du sud en témoignent, et les aspirations du futur en témoignent également, et c'est engagé du futur. Mais, donc on n'a rien à cacher. Ils venaient automatiquement, on est partis ensemble, pratiquement sans halte, vers les provinces du Sud. Et je vous donne aussi,
profite en fait de ce que disait mon cher frère, c'est Abdou. Ils étaient ébahis. On devait parler d'un projet, on a parlé de plusieurs projets. Ma première introduction, quand ils m'ont posé la question sur les infrastructures, sur l'électricité, sur l'eau, et Dieu sait que beaucoup a été fait, je vais en parler, ma première réponse était autour de l'élément humain de l'Afthiya. Je parlais des ENCG, des écoles de business schools, pour ceux qui ne sont pas marocains et familiers. J'ai parlé des ENSA, des écoles d'ingénieurs qui ont ouvertes. J'ai parlé des écoles de l'OFPPT, formation technique qui ont ouvertes autour de différents métiers, que ce soit les métiers liés à la pêche, qui, je le rappelle, est transformée sur place. Les ressources des provinces du Sud profitent à la population, sont transformées sur place, emploient de la main-d'œuvre et c'est du capital local. On parle d'agriculture, oui, mesdames et messieurs, on parle bien de Sahara marocain, de désert, mais il y a aussi l'agriculture et cette métaphore que j'adore quand on atterrit à Dakhla, il y a le rouge, parce que le sable du Sahara marocain est de couleur rouge, telle que celle du drapeau que je porte sur ma veste, mais dans mon cœur. Et il y a aussi le vert de l'agriculture, mesdames et messieurs, parce qu'on a de l'agriculture dans les provinces du Sud, grâce aux centrales de dessalement, grâce à l'investissement qui a été fait pour garantir une création d'emplois, pour garantir également une sécurité alimentaire, non seulement pour le Maroc aussi, mais pour la région, parce que ça sert aussi à l'export, et aussi pour métamorphoser, pour matérialiser une nouvelle marche verte. Si avec Feu Sa Majesté Hassan II, nous eûmes la glorieuse marche verte, où des Marocaines et des Marocains, torse nu, sans armes, sauf le drapeau marocain et le Coran, ont traversé, aujourd'hui on est en train d'avoir une glorieuse marche verte avec Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, une marche de développement. Et je reviens, l'humain. J'ai parlé d'humain au centre. Et ça a chamboulé leur vision. J'ai parlé de formation, j'ai parlé d'éducation, j'ai parlé, vous en parliez tous les deux tout à l'heure, du CHU, de l'Ayoun, des centres hospitaliers. J'ai parlé aussi de la création d'emplois et pas uniquement des grands projets industriels qui sont une réalité, qui font partie du NMD Sud, qui n'est plus un NMD, c'est une réalité déjà sur le terrain. Ce n'est plus un nouveau modèle, c'est une réalité concrète, visible sur le terrain. J'ai parlé également, et ils ont pu visiter, le constater, de cette spécificité aussi de nos provinces du Sud, de cette culture hassani marocaine, reconnue par la constitution marocaine, tout comme d'autres ascendants sont reconnus, notamment l'ascendant hébraïque. Nous sommes un pays de diversité, nous sommes un pays d'ouverture, nous sommes un pays aussi de richesse. Et cette culture-là qui permet cette autonomisation de la femme, avec le grand F. Beaucoup de femmes sont patronnes d'entreprises dans les provinces du Sud. Beaucoup de femmes sont patronnes de coopératives, sont patronnes d'industries, et ça fait réellement plaisir. L'élément humain a été au centre et l'élément humain a été valorisé. Mon frère Abdou tout à l'heure en parlait, il a parlé le plus haut taux de PIB par habitant et à Dakhla, suivi de l'Ayoun et par la suite d'autres régions du Royaume du Maroc. Maintenant sur le volet infrastructure. Alors, on a les milliers de kilomètres, 550 allées, 550 retours d'une autoroute, parce que c'est une autoroute qui est gratuite. Mais on a aussi une autre autoroute qui vient d'être complétée. Là, je fais un peu dans le spoiler. Et mon cher ami Sehafedi vous en parlera mieux que moi, que je salue d'ailleurs, directeur général de l'ONI. Notre ami Abdou doit partir parce qu'il a le vol. Je vous libère, Abdou. Bon vol. Merci infiniment. J'aimerais bien que vous l'applaudissiez, s'il vous plaît, parce qu'il a un autre engagement en parallèle. Merci beaucoup, Abdou. À tout à l'heure. Je vous laisse finir, Amine. Merci beaucoup. Et de toute façon, on parle toujours le même langage parce que c'est le langage de la raison et c'est le langage aussi du cœur. On est convaincu de la justesse de cette cause et on est aussi engagé par rapport à cela. Donc je disais, il y a ces milliers de kilomètres qui ont été développés, qui sont gratuits. Aujourd'hui, on peut descendre jusqu'à Dakhla de route. Il y a aussi ces milliers de kilomètres d'autoroutes électriques. Parce que si on a, il y a 2 ans, complété le raccordement de la ville de Dakhla au réseau national, aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à Guerguerat. Et qui dit Guerguerat dit demain, on sera connecté à l'Afrique. Et c'est là, où il y a tout le socle et la quintessence. Le Maroc, tout en développant en interne, pensait à son continent. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Guterres souligne vivement dans le cadre, de l'un de ses rapports. Il salue ce projet, de Dakhla. On a déjà port de Tanger. Pourquoi a-t-on besoin, en tant que pays, d'un autre port? Et au contraire, on a investi. Et ce port n'est pas un portail d'entrée uniquement en Afrique, c'est surtout, une voie d'ouverture de l'Afrique vers le monde. C'est une voie vers de nouvelles zones d'exportation, c'est une voie vers de nouvelles ressources de devises, c'est une valorisation aussi locale, parce qu'on pense toujours aux frères africains comme
un des partenaires, création d'emplois chez eux, mais aussi chez nous, de création de richesses chez eux, mais aussi chez nous, et c'est aussi un besoin de la communauté internationale qui a besoin de diversifier ses sources de ressources stratégiques. Alors, il y a aussi un volet qui est tout aussi fondamental et qu'on doit retenir par rapport en fait au Royaume du Maroc, et vous le disiez encore une fois, vraiment dans votre excellente introduction, d'ailleurs je l'ai écouté, nous l'avons tous écouté avec beaucoup de plaisir, l'Al-Ftihia. Vous avez parlé de l'ouverture des consulats qui est un soutien absolu, absolu. Trentaine de consulats issus des 4 pods en fait, du monde, parce qu'on 4 points cardinaux. Mais il y a une raison derrière cela. Et inutile de remonter très longtemps dans le temps. On se souvient tous, nous tous en tant que Marocains, on en est fiers d'appartenir à cette grande nation. On se rappelle en fait des premiers jours du Covid, quand le monde entier a tourné le dos à l'Afrique. Nous, on a partagé le peu qu'on avait. On est un pays de 120 milliards de dollars en termes de PIB, mais on a partagé. Et j'ai toujours cru, et c'est une valeur marocaine, que la richesse, elle est dans la générosité et non pas dans l'accumulation de richesses. Et nous avons été généreux et par conviction. Des avions cargo partaient vers une vingtaine de pays africains frères avec le peu qu'on avait de masques, de médicaments, de matériel médical qu'on a développé ici localement. Les premiers jours, alors qu'il y avait le chaos dans le monde et le monde avait oublié l'Afrique. Et on ne s'est pas arrêté là. Il y avait l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI avec leur Excellence le président sénégalais Macky Sall, son Excellence le président Ouattara de Côte d'Ivoire, pour avoir une approche africaine d'anticipation des épidémies et d'y revenir. Et on ne s'est pas arrêté. Quelques mois après, Sa Majesté a lancé un cluster médical dédié à la souveraineté médicale du continent africain dans l'intelligence. Et l'intelligence, c'est l'ouverture vers le monde dans le respect. L'Afrique a toujours été présente. Le Maroc est un pilier de paix, de stabilité et de lutte anti-terrorisme et anti-extrémisme en Afrique et dans le monde, avec une reconnaissance internationale. Le monde entier le réclame. Non seulement le reconnaît, le réclame. On se doit d'en être fiers. Et c'est un point très fondamental. Parce que si notre cause, encore une fois, a été toujours une cause justa, les débats n'étaient pas uniquement juridiques. Disons les choses en toute franchise. Il y avait un débat juridique, c'était le débat global. Mais le débat en réalité, c'était un bras de fer entre les superpuissances, exacerbé par la guerre froide, repris par des conflits ou une inimitié, je dirais en fait, de pays ou appartenant à notre région que nous considérons comme des frères et des voisins, de par un respect à l'histoire et à la géographie aussi. Nous sommes un pilier de paix donc, de stabilité, de lutte antiterroriste et d'extrémisme. Nous sommes aussi vus par le monde comme une locomotive de développement et de prospérité. C'est très important qu'on soit conscient d'un fait. Déjà, ce forum qui se déroule sous le leadership de Sa Majesté a pris un thème très stratégique, crise en crise. Le monde est en chaos. Qui dit chaos dit restructuration. Or, l'être humain ne peut pas se permettre le chaos. Il exige le chaos, mais ne peut pas le gérer. Il a besoin de repères. Et quand on est en pleine mer, et j'ai un passé de marin, quand on est en pleine mer, quand on ne voit pas le ciel, quand on ne sait même pas s'il fait jour ou nuit, et quand il y a les vagues, qu'est-ce qu'on cherche? Un repère. En gérant la crise, en aidant, en transformant la crise en opportunité. Le Royaume du Maroc aujourd'hui s'érige en tant que phare de lumière et de tolérance en Afrique et dans le monde. Et c'est pour cela aussi qu'on a tout ce soutien. Emmanuel Dupuis, après je vous donne la parole, Moubarak, vous voulez réagir? J'aurais certainement pas la ferveur de David, mais je la partage. Non, je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut mettre en perspective par rapport à donc, ce game changer, comme on dit en relations internationales, de cette résolution 2654, c'est le fait qu'il s'accompagne aussi d'une évolution positive, non seulement dans la verticalité des relations entre l'Europe et l'Afrique, rendue possible par cette volonté de s'appuyer sur le Maroc, mais aussi de manière plus horizontale. Et là, évidemment, on ne peut pas faire abstraction du fait que la marocanité du Sahara est liée aux accords d'Abraham. Et le fait qu'entre septembre et décembre 2020, il y a eu une double reconnaissance, à la fois de normalisation des relations entre l'État d'Israël et le Maroc, eu égard à la Constitution de 2011 qui précise ce caractère hébraïque autant que méditerranéen, africain et atlantique, mais également le fait que ça s'insère dans une logique où on pense, on cherche et on réclame la coopération internationale. On s'appuie sur des processus d'inclusion. Je fais ce parallèle parce que ce qui est vrai avec la ZECLAF, ce qui est vrai avec les accords de libre-échange tels que portés par les États-Unis
ce qui est vrai avec le fait que le Maroc est un partenaire stratégique de l'OTAN et complémentaire avec les accords d'Abraham, contrairement à d'autres pays du voisinage immédiat, frontalier, qui, eux, cherchent à sortir de cette logique, en évoquant le fait qu'ils sont dans l'autonomie stratégique visant à récuser toute forme d'appartenance à des blocs régionaux, hormis évidemment l'Union africaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je crois qu'il est tout à fait déterminant, c'est de dire que ce qui se passe au Maroc est consubstantiel de la nouvelle dévolution du pouvoir. La décentralisation qui sous-tend la régionalisation depuis 2015 au Maroc. Le fait qu'on n'administre plus les territoires comme on les administrait auparavant, avec une logique schizophrénique, asymétrique, entre la périphérie et les centres. Et je crois que c'est important de créer de nouvelles périphéries qui deviennent des centres d'attraction. Dakhla est certes éloigné de Rabat, mais c'est un lieu qui fait sens et qui conjugue l'atlanticité, la méditerranéité et le caractère africain. Et je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit que la grande agilité de la diplomatie marocaine réside dans le fait qu'elle a su cumuler ces trois dimensions. Une nouvelle forme de centralité atlantique, de l'Atlantique Nord à l'Atlantique Sud. On appelle ça la coopération Sud-Sud du point de vue géoéconomique. Une logique qui veut que les projets structurants africains ne se font pas seulement entre deux pays, et ce n'est pas seulement entre Lagos et Alger, c'est entre Lagos et Tanger, incluant les 15 pays de la CEDEAO, plus le Maroc, plus la Mauritanie et les pays enclavés que sont le Mali, le Niger et le Burkina, qui bénéficieront de ce gazoduc, qui est un des projets structurants qui sous-tend ou qui va être permis par cette coopération régionale. Donc voilà mon propos de dire qu'on ne peut pas seulement parler du déblocage de la question de la marocanité du Sahara en faisant abstraction d'un contexte plus global dans lequel la diplomatie marocaine s'insère dans une logique de plus grande coopération et pas seulement intra-africaine, trans-européenne, Euromed, on l'a évoqué, mais également atlantique, avec le fait que le Maroc semble plutôt proche, ou plutôt davantage positionné, certes avec une logique de non-alignement, non-participation aux résolutions onusiennes ou abstention par rapport à la crise en Ukraine, mais qui semble quand même nettement moins marqué, caractérisé par un rapprochement schizophrène de nouveau entre l'Algérie et la Russie. Merci Emmanuel. Il nous reste que quelques minutes parce qu'on me fait déjà signe au fond de la salle que notre panel est bientôt terminé puisque un autre doit reprendre. Mais réfléchissez, je vais faire réagir Moubarak tout de suite, mais je voudrais que l'on clôture, s'il vous plaît, ce panel sur les messages que vous avez envie d'adresser, non seulement à ceux qui sont présents dans cette salle pour cette 14e édition du May Days, les messages que vous retenez, que vous avez envie de partager non seulement avec la salle, et grâce également à la présence de mes nombreuses consoeurs et confrères journalistes ici présents. Je vous fais réagir tout d'abord, Moubarak, par rapport à ce qui a été dit par Amine et Emmanuel. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment aller vers la consolidation des États, l'intégration africaine. Parce que je me rappelle l'ancien président du Sénégal qui s'appelle Abdoulaye Wade, il disait « Je suis prêt à être gouverneur de la région Sénégal dans le pays que serait la CEDEAO ». En fait, la CEDEAO travaille aujourd'hui sur la création d'une monnaie unique, qui sera l'ECO. Et dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais également des arrangements contenus dans le traité et les protocoles de la CEDEAO, on doit évoluer vers une armée commune. Même la politique extérieure, demain, on peut même avoir une représentation par la CEDEAO. C'est pour vous dire que si je prends tous ces éléments, c'est pour vous dire que si vous comparez ce que je viens de dire par rapport au plan d'autonomie marocain, ce que conserve le Maroc, c'est la défense, la monnaie, la politique extérieure et peut-être tout ce qui concerne la religion. Donc c'est un peu le même rapport entre la CEDEAO et le Sénégal. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, comme nous avons tous ambition d'évoluer vers l'intégration régionale, ce plan d'autonomie propose déjà ce schéma. Donc c'est comme si le Maroc était un peu une CEDEAO en miniature.
je pense que ce plan mérite d'être soutenu et c'est le sens un peu de mon message fort, qui est que si nous regardons le futur et l'horizon que nous nous fixons d'intégrer la région, et si nous regardons aussi le bien-être des populations, moi je ne vois pas sérieusement de meilleur avenir que ce que propose le Maroc pour le Sahara. Parce que je ne crois pas à un morcellement des États, rien que pour des intérêts personnels. On est là pour servir d'abord les besoins des populations et je pense que les populations gagnent en bien-être, en stabilité, en sécurité avec la situation actuelle et ce qui est projeté. Merci beaucoup. D'une Afrique qui ne parlerait que d'une seule et même voix. Quel message, Amine, s'il vous plaît, vous aimeriez que l'on retienne de cette rencontre, des plus importantes, parce qu'on a essayé d'évoquer tous les volets, qu'ils soient politiques, qu'ils soient en stratégie économique, mais également sur le volet humain qui est crucial. Quel message vous aimeriez adresser aujourd'hui? Alors, je profite du fait qu'il y a des jeunes dans la salle pour une transmission de flambeaux et de responsabilités aussi. Un jeune a le droit d'être, trouver un travail, de l'éducation, avoir un avenir qui est prospère et qui est prometteur, mais il a aussi de la responsabilité. Imprégnez-vous justement des réalités du Maroc. N'absorbez pas, n'importez pas vos priorités de l'étranger. Imprégnez-vous des réalités de votre pays. Prenez responsabilité des réalités de ce pays, qui est le nôtre et qui est le vôtre. Et bâtissez et contribuez à son développement. Et un deuxième message, qui est orbi, je dirais, orbi. Et je vois qu'il y a mon amie Carola, ministre déléguée des Affaires étrangères d'Argentine. Je vois qu'il y a d'autres amis, en fait, ministres africains, plusieurs dignitaires en fait, de par le monde. Et je remercie toutes les personnes qui sont là. Le Maroc aujourd'hui est en train de réussir quelque chose d'inouï. Nous, Marocains, on n'est pas bons pour dire les bonnes choses qu'on fait. Je pense en fait c'est deux cultures. Mais permettez-moi de le faire aujourd'hui. On est en train de transformer un ensemble de menaces en opportunités. C'est très rare que l'histoire permette à un pays, dans un ensemble, à un métasystème, de transformer un ensemble de menaces en opportunités. Il y a un ensemble, une grande équation aujourd'hui mondiale, et le Maroc semble en être l'un et l'une des solutions les plus prééminentes. Sécurité alimentaire, nous y contribuons via les phosphates, mais via aussi une vision globale en fait, de développement alimentaire. Tout à l'heure, Emmanuel parlait du gaz, du pipeline entre le Nigeria et le Maroc, qui traverse 13 pays souverains du Nigeria vers le Maroc. C'est très bien de se rappeler des chiffres, mais le gaz, c'est à la fois en fait, de l'électricité, c'est aussi de la sécurité alimentaire parce qu'il nous donne de l'ammonium. L'ammonium qui est un composant essentiel avec les phosphates et auquel on rajoute le soufre, le N, des nitrates et le K des potassium. Je le fais exprès pour que les jeunes aussi s'intéressent à ce genre de choses. On connaît beaucoup de choses futiles dans les détails. On connaît très peu de choses qui vont nous contribuer à nous créer de l'emploi. Donc, sécurité alimentaire, on est une partie prenante de l'équation en Afrique et dans le monde. Et je rappelle que dans notre continent, nous avons le plus grand réservoir de terres arables. Et c'est aussi un moyen concret de créer de l'emploi en Afrique, mais aussi un moyen de stabilité de la population et de résolution d'un bon nombre de conflits hérités de l'ère de la colonisation inter-africaine. Deuxième élément, c'est l'équation énergétique. Le Maroc aussi est partie prenante. Je rappelle en fait ce qu'on est en train de développer. Nous sommes la principale destination mondiale aujourd'hui en termes d'hydrogène vert. Et non seulement une destination d'investissement réelle et concrète, notamment dans les provinces du Sud, mesdames et messieurs, mais nous sommes en train d'innover avec un coût des plus faibles de 2,5. Et c'est un benchmark en fait qui est inégalé nulle part. Troisièmement et rapidement, nous sommes aussi une partie prenante de l'équation très fondamentale, j'en parlais tout à l'heure, de la lutte contre l'extrémisme et contre le terrorisme dans le monde. Et quatrièmement, c'est la sécurité médicale. Elle n'était pas là justement la quintessence de deux grands discours en fait, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en parlant d'un ensemble de souverainetés avec un ensemble de points de sécurité qu'on se doit de résoudre en interne, mais avec une logique de responsabilité par rapport à l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, la cause nationale, notre cause à justa, elle est réglée. Le Sahara est marocain, ne peut être que marocain, il ne sera toujours que marocain. Mais ce qui est en train de changer aujourd'hui, et en réalité, ce n'est pas en train de changer. On est en train d'être très clair sur cela. Et comme le dit mon souverain, comme le dit Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours, on regarde le monde et l'amitié avec le monde sur le regard du support porté par rapport à la cause nationale. Vous voulez être des amis privilégiés du Maroc, supporter notre Sahara marocain et le tapis rouge vous est déroulé.
et les zones grises ne sont plus permises. Merci, Amine. Emmanuel Dupuis, je vais presque vous donner le mot de la fin. En 2 minutes. Mais écoutez, j'aurais 3 mots qui synthétisent ma pensée. Premièrement, la notion de l'appropriation citoyenne. Je crois que ça a été dit plusieurs fois. Il faut vérifier si la solution d'autonomie est la meilleure pour les populations. Les sondages, l'expérience, le retour d'expérience prouvent que le développement du sud marocain convient à un certain nombre d'acteurs. Je suis un grand sondeur et je vous confirme que c'est la meilleure solution. Le meilleur. Donc l'appropriation citoyenne, tenir compte de ce que veulent les populations et non pas l'agenda conjoncturel des responsables politiques. Deuxième élément, l'innovation institutionnelle. Je crois que c'est très important. Encore une fois, je le répète, la dévolution du pouvoir fait qu'on n'administre plus les territoires qu'à partir du centre. C'est vrai sur le continent africain, c'est vrai sur le continent européen. On découvre que l'unité européenne a aussi une logique régionale. Il y a 27 pays européens, il y a 130 régions dans l'espace de l'Union européenne. Je crois que le fait régional, le fait local, la montée en puissance des autorités locales, qui parfois peuvent compenser des logiques un peu figées au niveau institutionnel, sont un élément à prendre en compte. Le plan de régionalisation tel que proposé en 2015 en est un exemple caractéristique. Dernier point, j'ai 47 secondes, la similitude, ou du moins le côté de la comparaison vertueuse. L'unité dans la diversité, c'est le slogan qui, depuis 1957, constitue le ferment du projet européen. C'est, je crois, aussi ce qui, en 1963, puis en 2000 et en 2002, avec la charte d'Abuja, enfin le sommet d'Abuja, le traité d'Abuja et le sommet d'Accra, constitue l'unité africaine. Et je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit cette notion de la politique des petits pas, des solidarités concrètes. On ne constituera pas, on ne justifiera pas, on ne consolidera pas la marocanité du Sahara s'il n'y a pas des projets qui aboutissent et des projets qui, encore une fois, font sens. Voilà mes 3 projets, vous voyez, ça se termine, mes trois pensées conclusives et prospectives. C'est bien, vous avez vraiment respecté le temps. Vous vouliez rajouter un mot? 1 seconde, pas plus. L'expulsion du Polisario de l'Union africaine. Merci. Je tiens, avant de les remercier, je tiens à vous présenter mes excuses. Pourquoi? Parce que normalement, il y avait une session de questions-réponses. Ce n'est pas de notre faute, c'est toujours la faute des autres. C'est le panel précédent qui a pris pratiquement 1 heure de retard. Et pour nos collègues qui ont un panel, normalement, depuis 1 demi-heure, on va devoir libérer la salle. Je tiens vivement, vraiment, à vous remercier puisque la salle est pleine de votre présence. Merci à nos intervenants. La France avec Emmanuel Dupuis, je vous demande de bien vouloir l'applaudir, qui nous a rejoint hier. Amine, vous l'aurez compris, le cri du cœur du Maroc. Et puis Moubaraklo qui nous vient du Sénégal. Merci infiniment, messieurs, de ce partage que vous avez fait avec nous et de votre analyse. Merci à vous également. Et le panel à suivre pour ceux qui vont leur faire un peu de la pub quand même. Merci encore.